ça, base temporelle pour approche historique. Ah, ok, temps X, poursuivez jusqu'au diagone 79. Vous avez traversé l'année 2200, là où le temporel est nul, le taux de dérive chronométrique de 0,5 sur l'échelle d'Aspen. Bien compris, base temporelle. À la hauteur du XXe siècle, je programme les matrices de régression sur les courtes périodes. Attention, temps X, vous êtes en phase d'immersion historique. Un tenseur de durée va annuler les turbulences de sillage temporel et synchroniser votre pénétration en 1979. Attention, 1981, 1980... Contact.X, 2 juin 1979. Et voilà, amis temps X, grâce à la chronovision, vous avez pu suivre pour la première fois en direct la régression temporelle qui nous permet chaque semaine de franchir les siècles du futur et de vous rejoindre en 1979. En 1979, hélas, le voyage dans le temps que nous venons de faire n'est encore qu'un thème de science-fiction. Et pourtant, en ce moment même, aux environs de Paris, une expérience sans précédent est en train de se dérouler et elle pose pour la première fois en termes scientifiques la notion de déplacement temporel. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure en détail avec le physicien théoricien, le professeur Vigier. Le temps est relatif, dit-on depuis Einstein. Et c'est peut-être vrai puisque, pour vous, 10 minutes à peine se sont écoulées depuis que je vous ai quitté tout à l'heure. Alors que pour moi, 15 jours entiers ont passé, 15 jours durant lesquels j'ai pu aller en Angleterre, en 1892, à Londres, rencontrer l'écrivain de science-fiction Herbert George Wells. Je dois d'ailleurs vous dire que c'est lui qui m'a donné cette magnifique cape en souvenir. Alors, je lui ai suggéré, juste avant de lui dire au revoir, d'écrire une histoire de machine à voyager dans le temps. Et il m'a promis de le faire, et ce livre est paru en 1896 sous le titre « La machine à explorer le temps ». Eh bien, c'est à mon tour que je dois vous dire que Temps X est donc à l'origine du thème le plus riche de toute la science-fiction, un thème que nous allons maintenant explorer ensemble. Nous allons prendre le temps. Ah, si seulement je pouvais recommencer, si je pouvais revenir en arrière. Eh oui, lequel d'entre nous n'a pas eu, à un moment ou à un autre, le désir de revenir dans le passé, mettons pour corriger un événement malheureux, ou tout simplement pour retrouver le temps à jamais perdu de son enfance. Hélas, rien à faire. Loin de suspendre son vol, le temps passe. Il coule, il fuit, on en manque. On le trouve long, on en prend, on en donne, mais tout cela sans jamais pouvoir agir sur lui et sans savoir ce qu'il est vraiment. Bien sûr, nous savons tous nous servir d'une montre. Cela veut dire qu'il nous est possible de mesurer le temps, de le découper en tranches plus ou moins longues qui vont du millionième de seconde au millénaire. Mais avouons-le, notre grand rêve à tous, ce n'est pas seulement de mesurer le temps, ce serait de nous en rendre maîtres, c'est-à-dire de pouvoir nous y déplacer à notre guise, dans le futur comme dans le passé. Et c'est ce rêve que les auteurs de science-fiction ont rendu célèbre sous la forme fameuse du voyage dans le temps. Une machine à voyager dans le temps, ce serait l'idéal. Il suffirait alors de pousser un levier, comme le fit le célèbre voyageur imaginé par Wells en 1898 dans La machine à voyager dans le temps, pour accélérer ou ralentir le cours du temps et se déplacer ainsi dans la 4e dimension comme au long d'une route. Alors Wells, c'est la science-fiction. Mais savez-vous qu'un astronome et ingénieur français, du nom d'Émile Drouet, a conçu en 1945 une authentique machine à voyager dans le temps. Faute de crédit, hélas, il n'a jamais pu la réaliser. Aurait-elle marché? Tant qu'on va dans le futur, en principe, pas de problème. Après tout, le voyageur de Wells peut très bien s'établir en l'an 802 701 dans le futur sans entraîner le moindre paradoxe. Il ne perturbe pas l'histoire. En revanche, quand le voyageur se rend dans le passé, tout se complique. En effet, sa seule présence physique dans le passé perturbe l'histoire et entraîne ce qu'on appelle des paradoxes temporels. Imaginez par exemple que je construise une machine à voyager dans le temps et que je me rende dans le passé afin d'empêcher le mariage de mes parents. Alors dans ce cas, il n'a pas pu naître. Oui, mais logiquement, si je ne suis pas né, je n'ai donc pas pu construire de machine à voyager dans le temps, ni remonter dans le passé afin d'empêcher le mariage de mes parents. Mais bien sûr, il est né, alors.
Et si je suis né, j'ai effectivement pu construire ma machine, remonter dans le temps et empêcher le mariage de mes parents. Et ainsi de suite, le paradoxe étant insoluble. Celui qui va dans le passé est donc chargé de ce pouvoir exorbitant de changer l'histoire. Toujours avec ma machine, si je remontais 2 siècles en arrière pour détourner Napoléon Ier de sa carrière militaire, et dans ce cas, c'est toute l'histoire de l'Europe qui a été changée. Et l'on rencontre ainsi, dans la science-fiction, d'étranges univers où l'on se serre la main gauche au lieu de la droite, où la machine à vapeur a triomphé du moteur à explosion, et où, en 1945, les forces de l'Axe ont remporté la victoire sur les Alliés. Ces univers s'appellent des univers parallèles. Et c'est pour maintenir l'histoire dans le cours de son livre, pour empêcher de tels bouleversements que des auteurs comme Isaac Asimov, mais surtout Poul Anderson, ont créé des patrouilles du temps, dont le rôle consiste à sillonner les pistes du temps, dans le passé, dans le futur, ceci afin d'empêcher des bouleversements. Le voyage dans le temps, les univers parallèles, tout cela, avouons-le, nous paraît encore bien incertain. Pour admettre de telles possibilités, il faudra sans doute que l'esprit humain connaisse une évolution au terme de laquelle nous aurons une vision, une appréhension toute différente des concepts d'espace et de temps. Alors, comme a osé l'écrire en 1970 le physicien anglais John Bernal, il nous sera peut-être aussi facile de voyager dans le temps que dans l'espace. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais précisément nous avons le temps. Dans 1 million d'années, peut-être, ou dans 10 millions, peu importe. Contentons-nous, pour l'instant, de voyager vers l'avenir à la vitesse de 60 minutes à l'heure. Et puis, si nous voulons franchir les millénaires, eh bien, il nous restera toujours la science-fiction. Voilà, un film de Jean-Claude Arrier illustré par La machine à explorer le temps de Georges Pal. Alors, professeur Vigier, merci d'être avec nous dans le temps X. Et vous êtes ici donc en qualité de physicien théoricien. Alors, je crois que dans la réalité de la physique théorique, les choses ne se passent pas aussi facilement que dans le film que nous venons de voir. Mais on peut dire que dans la conception de l'univers machine défendue par Laplace et Einstein, le temps est rigoureusement fléché du passé vers l'avenir, de sorte que toute régression vers le passé est impossible. En revanche, le voyage vers le futur, lui, est possible. Oui, enfin, ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que la physique moderne permet de voir dans le passé, au travers par exemple avec un télescope. Les galaxies que je vois, la lumière est partie il y a des millions d'années. Donc je vois dans le passé, mais je ne peux pas y aller. Deuxième chose, est-ce que je peux aller dans le futur? Alors là, en principe, la relativité le permet, mais d'une manière compliquée. C'est-à-dire que comme le temps s'écoule différemment suivant la vitesse du support d'une horloge donnée, je peux partir d'un point et arriver à un autre point de l'espace-temps par 2 chemins différents, à des vitesses différentes. Et à ce moment-là, l'âge des 2 voyageurs qui se partent ensemble et se retrouvent à la fin de ces 2 mouvements est différent. Mais en somme, c'est un voyage à sens unique et il n'est pas question de voyager dans le passé. Pas question de voyager dans le passé. Alors, en revanche, il existe donc, j'en ai parlé tout à l'heure, une expérience de physique aujourd'hui qui est en train de se dérouler et elle est de nature, si elle réussit, à bouleverser totalement notre appréhension du temps. Oui, plus exactement, elle touche au problème fondamental de la causalité. C'est-à-dire que pour Laplace et Einstein, l'univers où nous vivons est une machine. Vous me donnez toutes les positions et toutes les vitesses des particules qui constituent l'univers, et avec les lois de la physique, si je les connais complètement, je peux prédire l'évolution ultérieure de la matière. Et le temps est comme un fleuve où on n'entre jamais 2 fois. Bon, on est emporté par lui en quelque sorte. Alors, dans la théorie d'Einstein, aucune vitesse ne peut être supérieure à la vitesse de la lumière. Ça signifie en clair 300 000 km par seconde. Ça signifie en clair que tous les événements passés qui m'influencent sont dans ce qu'on appelle le cône passé de lumière. Tous les événements que je peux influencer sont dans le cône du futur. Et je ne peux pas influencer ce qu'on appelle l'ailleurs, c'est-à-dire 2 points qui seraient joints à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Mais l'expérience d'Aspect, justement... Elle touche à ça. Elle touche à ça, et c'est pour ça qu'il s'agit d'une expérience cruciale. Elle a été proposée par Einstein en 1935,
et on a mis 40 ans à disposer de la technique nécessaire pour la réaliser. Elle est en voie de réalisation à l'Institut d'optique à Orsay. Alors le principe est tout à fait simple. Je fais partir 2 grains de lumière en sens opposé d'une même source S ici. Et ces 2 grains de lumière passent au travers de 2 filtres et sont détectés, P1 et P2, ils sont détectés en D1 et D2 et je mesure les coïncidences. Maintenant, je peux installer ici 2 aiguillages, A1 et A2, qui choisissent ici entre 2 trajectoires différentes après que les 2 photons sont partis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'observe encore les coïncidences prédites par la théorie des quanta, eh bien, les 2 polariseurs ont interagi à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui détruit la causalité d'Einstein. Il y a donc 2 façons d'interpréter l'expérience. On peut dire dans un premier cas que le principe de causalité est donc ruiné, ce qui veut dire que le passé, le présent et le futur sont simultanés. Oui, c'est ce que disent un certain nombre de physiciens américains et un physicien français qui s'appelle Costat-Bourgard. Je dessine ici la même expérience symboliquement. Voilà l'espace, voilà le temps, voilà ma source. Mes 2 grains de lumière partent à la vitesse de la lumière le long du cône de lumière. Et voilà mes 2 polariseurs. Alors, 2 possibilités. Première interprétation possible, je peux télégraphier dans le passé à l'aide de potentiels avancés, qui sont une possibilité théorique, influencer le passé et réinfluencer l'avenir, ce qui explique qu'il y a une interaction comme ceci. Naturellement, ça suppose l'existence simultanée du passé, du présent et du futur, que notre conscience, en quelque sorte, balayerait, mais que je pourrais modifier, et l'univers n'est plus une machine. Et tout l'édifice de la physique matérialiste s'écroule. Dans ce cas, professeur Vigier, on peut donc se déplacer dans le temps un petit peu comme le voyageur de Wells. Oui, mais je n'y crois absolument pas. C'est-à-dire, et Einstein non plus naturellement, c'est-à-dire qu'on peut par contre imaginer un chemin direct de P1 à P2, à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Seulement, ça n'est pas le mouvement de matière, c'est comme le mouvement d'une onde sur un chaos. C'est-à-dire qu'un physicien qui s'appelle Dirac est revenu à la vieille image du philosophe grec Héraclite. On dit que le vide est un énorme chaos qu'on ne peut pas voir, pas plus que je ne peux voir l'agitation des molécules de ce studio. Par contre, les ondes sonores qui partent de ma bouche et qui arrivent à votre oreille ne charrient pas de matière. C'est comme une danse organisée des molécules de l'air. Alors, dans ce cas-là, on rétablit évidemment le fonctionnement de la causalité et on maintient l'univers machine de Laplace et d'Einstein. Merci, professeur Vigier. Nous verrons si la physique, à travers cette expérience, donne raison ou pas aux auteurs de science-fiction. Et pour tous ceux qui veulent, malgré tout, dès aujourd'hui, voyager dans le temps, eh bien, je propose tout de suite, comme d'habitude, 2 ouvrages. Le premier, c'est la grande anthologie du livre de poche, Histoire de voyage dans le temps, une anthologie préparée et proposée par Jacques Guamard. Et d'autre part, ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, un grand classique de la science-fiction, paru en 1896, le premier dans le genre. Il s'agit de La machine à explorer le temps d'Herbert George Wells. Alors lisez-le attentivement et vous y verrez, bien sûr, entre les lignes qu'il est question de temps X. Chantal, nous allons faire un petit voyage dans le temps, une semaine dans le passé, et considérer l'énorme courrier qui nous est parvenu cette semaine. Qu'est-ce que tu en as retenu? Eh bien, tout d'abord, vous avez été nombreux à nous envoyer des questionnaires sur les ovnis. Alors, notamment aussi une école de Longwy qui n'a pas mentionné son adresse. Alors, je réponds en direct et je vous donne les coordonnées d'une des principales fédérations qui s'occupe de ce phénomène. Alors, pour tout renseignement, écrivez au GEPAN, 18 avenue Édouard Belin, 31 000, Toulouse. Et puis, pour rester dans un domaine voisin, je vous signale que mercredi 6 juin, sur TF1 à 22h, vous pourrez suivre dans la série À la poursuite des étoiles, une émission de Robert Clark et Nicolas Krotsky qui traitera de l'histoire de l'univers. Elle fera le point sur les hypothèses actuellement discutées sur l'origine de notre univers, sur les moyens utilisés par les astronomes pour déterminer si cet univers est fini ou infini, enfin bref, en général, toutes ces caractéristiques. Et puis enfin, notre concours. Notre concours Lettres à l'avenir, auquel vous avez déjà été très nombreux à participer cette semaine. Je rappelle pour les autres, vous avez jusqu'au 15 juin pour nous envoyer votre vision de l'avenir dans 100 ans.
les 2 lettres les plus intéressantes seront publiées dans le magazine Fiction, mais enfin, en général, vous aurez des abonnements, des œuvres complètes et de nombreux lots. Alors, je vous souhaite bonne chance. Je vous rappelle notre adresse, Temps X, TF1, 17 rue de l'Arrivée, pièce 4071, 75 015, Paris. Voilà, le contact avec votre époque 1979 s'achève. Nous allons dans quelques instants repartir vers une autre époque. Mais avant cela, imaginez un instant qu'à cette époque-là, nous rencontrions le jeune Napoléon Bonaparte et que nous l'empêchions de devenir empereur. C'est tout un autre monde qui en aurait résulté, un monde parallèle au nôtre. Ce sont ces mondes parallèles que nous vous invitons à explorer la semaine prochaine avec nous. D'ici là, sachez tout simplement que l'avenir, c'est tout ce que vous pouvez changer. Je vous souhaite une bonne semaine. À Tram.